Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez aujourd'hui un moyen pour vous mobiliser, voire même vous remobiliser, pour recréer l'énergie suffisante, recréer les conditions favorables à instaurer ce changement dans votre vie pour pouvoir arrêter de fumer et le tout en mobilisant les bonnes ressources pour vraiment susciter l'élan du changement. Donc je vous invite tout de suite à découvrir toutes les étapes qui vont se dérouler en différentes parties parce que je sais pertinemment que ce changement, vous le désirez au fond de vous. Quelque part, on sait qu'on aura un jour ou l'autre un arrêt qui se fera, on ne sait pas quand, on a souvent tendance à repousser un peu les échéances, mais je sais pertinemment qu'au fond de vous suscite cette envie de vous dire j'aimerais bien mettre un terme à la cigarette une bonne fois pour toutes, j'aimerais bien pouvoir tourner cette page et donc cette vidéo a pour but de venir créer quelque chose en vous, vous donner un nouveau souffle et vous donner les clés nécessaires pour que vous puissiez être en mesure justement de susciter ce nouvel élan dans votre vie pour recréer quelque chose de nouveau en tant que non-fumeur et non-fumeuse. Je sais aussi que vous vous posez forcément des tas de questions. Là aujourd'hui, les questions que vous vous posez sont du type est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais prendre du poids? Est-ce que je vais être irritable? La cigarette va me manquer? Est-ce que je vais savoir prendre du plaisir dans tel ou tel contexte? Comment va être ma vie sans cette cigarette? Vous êtes complètement tiraillé dans cette posture où vous vous retrouvez un petit peu dans cet entre-deux, tiraillé entre l'envie d'arrêter et l'envie de continuer. L'envie d'arrêter, mais finalement, vous ressentez que quand vous vous branchez là-dessus, il y a quand même la peur du manque. Comment va être ma vie sans? Donc on en revient à ces interrogations, donc on va vraiment être dans cette notion de peur du manque et vous êtes tiraillé également avec l'envie de continuer. Oui, mais l'envie de continuer, ça suscite quoi à l'intérieur de moi? Ça va susciter le fait que je vais rentrer dans la peur des conséquences négatives du tabac sur ma vie. Donc on va être vraiment finalement ballotté, tiraillé par l'envie d'arrêter et l'envie de continuer et que finalement dans cette envie suscite forcément dans les deux cas de figure des peurs, que ce soit la peur du manque ou que ce soit la peur des conséquences négatives sur le tabac. Suscite à l'intérieur de vous cette idée même que vous manquez de volonté. Il y a toujours cette idée, c'est les discours qu'on entend de j'ai pas assez de volonté, de toute façon j'y arrive pas, à chaque fois que je mets en place quelque chose, je finis par y retourner. Simplement d'avoir conscience que la volonté, malheureusement, elle n'a pas un grand rôle dans votre arrêt du tabac. Oui, c'est bien d'en avoir. Oui, c'est intéressant d'en avoir. Maintenant, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez plein de volonté pour faire plein de choses dans votre vie. Oui, seulement, dès qu'on parle de la cigarette, elle va être tout de suite mise à mal. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'aller mobiliser de la volonté pour quelque chose qu'on aime bien, pas de problème. Vous êtes d'ailleurs prêt à payer votre paquet le double, vous êtes prêt à faire des kilomètres pour trouver l'objet désiré, en l'occurrence vos cigarettes. Donc il n'y a aucun problème de volonté à ce niveau-là. Donc les gens qui pensent qu'ils manquent de volonté, non, 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 non. Le fumeur et la fumeuse a énormément de volonté. Par contre, comment aller mobiliser cette volonté pour se défaire de quelque chose qu'on aime bien? Effectivement, à ce moment-là, ça va être mis à mal. Oui, on a de la volonté pour aller chercher l'objet désiré, mais en même temps, on va à ce moment-là retrouver une difficulté à aller mobiliser cette volonté pour se défaire de l'objet qu'on aime bien. Parce que même si on en a ras-le-bol de cette cigarette, mais on l'aime bien quand même, cette cigarette. Donc oui, alors, le matin, vous allez être en mode je suis motivée, enfin c'est plutôt le soir, j'en ai tellement marre, donc là je me motive, demain matin j'arrête, et puis le matin c'est plus la même histoire. Donc il y a vraiment cette notion. Donc finalement, cette idée de volonté, c'est bien d'en avoir, mais je dirais que c'est à mettre entre parenthèses pour le coup. Et puis on se pose aussi souvent cette question du fameux déclic. Ah, j'attendrai le déclic, c'est pas le bon moment pour moi, j'arrêterai à tel âge, ou j'attendrai, tiens, je suis sûre que si je tombe enceinte, j'arrêterai. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans une position d'attente. On attend que quelque chose d'extérieur à nous vienne créer quelque chose où on espère va venir créer un impact à l'intérieur de nous pour qu'enfin je prenne la décision d'arrêter. Malheureusement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec toutes ces années d'accompagnement, beaucoup ont attendu le déclic et se sont rendus compte que finalement, il n'était pas là.
Quand une femme apprend qu'elle est enceinte, elle pensait, tiens, qu'elle allait arrêter de fumer comme ça, comme une évidence. Finalement, non. Et je vois beaucoup de femmes enceintes qui continuent à fumer et qui se retrouvent en plus dans une position de culpabilité, qui vivent très mal la situation parce qu'elles se rendent compte qu'elles rentrent dans une forme de lutte, que maintenant, c'est plus la notion du déclic, mais c'est que maintenant, presque, je subis le fait que je ne suis pas OK avec l'image que je véhicule, je ne suis pas OK avec la santé et ce que je suis en train de faire subir à mon bébé. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu et la personne se rend compte que le déclic n'est pas là. Et pour beaucoup de personnes, il n'est pas là. Et il y a même des personnes pour qui le déclic n'est jamais arrivé. Il y a des gens qui ont attendu presque toute leur vie que le déclic soit là. Attention avec ce déclic. Des fois, il ne se manifeste pas. Ce serait dommage d'attendre que vraiment on arrive à des situations difficiles, voire catastrophiques, au niveau de la santé pour se dire peut-être qu'à ce moment-là j'arrêterai ou j'espère que j'arrêterai. Je sais également qu'à travers toutes les questions que vous vous posez par rapport à l'idée même de cette motivation, c'est la notion de rechute. Beaucoup d'entre vous ont déjà mis en place un arrêt du tabac et ont fini par rechuter. Peut-être que vous êtes même fait accompagner, aider, peut-être que vous avez utilisé déjà des techniques telles que l'hypnose, l'acupuncture, lu des ouvrages, vous avez mis les patchs, les gommes, peu importe. Vous avez peut-être utilisé différentes méthodes, mais il y a eu de la rechute. Et qu'à partir du moment où finalement on se rend compte que tiens, j'ai arrêté pendant X temps, que ce soit X mois, X années, il y a même des personnes, ça fait peut-être 10 ans qu'elles ont arrêté de fumer et elles y retournent. Qu'est-ce que ça va donner ou engendrer à l'intérieur de vous? Forcément de la démotivation. Ça va donner une forme de démotivation. On va se dire non mais j'étais sûre que j'en étais sortie, j'étais sûre que c'était ok. Et finalement j'y suis retournée. Et le tout, c'est en plus savoir se remobiliser pour un arrêt, redemande d'aller rechercher à nouveau de l'énergie, un nouveau souffle, un nouvel élan, ressusciter quelque chose. Et quelque part, ben oui, on se prend un coup à chaque fois qu'on retourne vers la cigarette et ça demande quand même une certaine énergie, un certain courage pour relancer le processus à l'arrêt. Si on regarde bien finalement cette situation auquel vous êtes confronté, dans cette fameuse question de comment se motiver, ben déjà il y a aussi à aller regarder la réalité. Et la réalité c'est quoi? La réalité c'est que vous êtes là aujourd'hui, que vous êtes en train de porter un sacré poids, un poids que vous avez tendance à venir minimiser, c'est ce poids de la cigarette. Ce poids de la cigarette, c'est toutes les contraintes effectivement qu'elle apporte dans votre vie sur un quotidien. Et on n'y pense pas toujours, on se dit souvent tiens c'est un problème, j'ai peur pour ma santé, ça me coûte cher, ça pue, je suis pas ok avec la clope, j'aimerais bien tourner la page. Mais ça va tellement au-delà de ça, c'est réellement tout ce que ça engendre dans votre quotidien. Vous lui donnez cette priorité à cette cigarette, c'est une charge mentale, il y a énormément de choses derrière. Donc quand on regarde le bilan aujourd'hui de cette réalité, aujourd'hui, en tant que fumeur et fumeuse, vous vous posez des tas de questions. Donc, ça turbine. Vous vous posez toutes ces questions qui vous mettent dans une situation relativement inconfortable. Ça veut dire que, quelque part, déjà, dès le départ, il y a un manque de positionnement. Vous n'êtes même pas aligné dans votre statut de fumeur et fumeuse parce que vous n'y êtes pas pleinement heureux et heureuse. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous songez aussi à l'arrêt. Simplement, ça va être source de stress, source peut-être d'angoisse pour certaines personnes, que ça suscite, comme je vous l'ai dit, des peurs, des doutes. Oui, est-ce que je vais y arriver? Comment va être ma vie sans cette cigarette? Est-ce que je vais savoir apprécier un moment de convivialité? Finalement, comment je vais faire pour gérer mes émotions? Comment je vais faire pour gérer mon stress? C'est tellement d'interrogations, tellement de doutes, tellement de peurs que ça suscite en vous. Et puis forcément, ça va révéler quelque part l'idée même d'un manque de confiance en soi. J'ose pas, je mets pas en place. Vous vivez avec un certain poids quotidien en tant que fumeur et fumeuse. Ça, c'est le bilan de la réalité de ce que vous vivez aujourd'hui quand on est dans cette idée de où est-ce que j'en suis au niveau de cette motivation. Bien, rentrons un peu plus dans le vif du sujet et allons voir tout de suite maintenant vos blocages. En réalité, il y a deux raisons qui font que vous n'arrivez pas encore à susciter cet élan de motivation à l'intérieur de vous.
La première raison étant qu'il y a un sentiment de peur de la perte. C'est-à-dire que si demain j'arrête de fumer, comment je vais vivre telle ou telle situation, comment je vais avoir accès à telle ou telle aide dans ma vie, tel ou tel soutien, comment je vais vivre finalement cette nouvelle vie sans cette cigarette. Et donc il y a ce sentiment de peur de la perte. Ça, c'est l'une des premières raisons qui fait que vous continuez à fumer. La deuxième raison qui fait que vous continuez à fumer, c'est parce que là se manifeste la peur d'arrêter. La peur d'arrêter suggère en vous l'idée de quelque chose de douloureux. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, voilà, j'ai peur d'avoir mal à manifester cet arrêt. Pourquoi ? Parce que si j'arrête, je risque de prendre du poids, je vais être irritable, j'ai peur de ne pas y arriver, le sentiment d'échec, la peur de l'échec qui se manifeste. Il y a des tas de raisons qui vont faire que finalement ça va susciter une douleur chez vous. Donc la première raison, c'est la peur de la perte, et la deuxième raison qui fait que vous continuez encore, c'est justement la peur de la douleur que suscite l'arrêt du tabac. C'est quoi la définition d'une peur ? Une peur est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace. Ça, c'est la définition aujourd'hui d'une peur. Maintenant, voyons réellement que contient une peur. Une peur, c'est à peu près 10% de physique. Aujourd'hui, vous n'avez plus des animaux qui vous courent après dans la rue où il y a un danger. Donc en soi, une peur, c'est à peu près 10% de physique. Et tout le reste est relié à une perception erronée de la réalité. Ce qui veut dire que la plupart du temps, en réalité, vous êtes dans des peurs qui sont de l'ordre d'une perception erronée. Maintenant, voyons comment se manifeste une peur. En réalité, ça va passer par une imagerie mentale. Et ça va être au niveau du mental que c'est en train de se passer. C'est une imagerie mentale, c'est dans votre imaginaire que se crée la peur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre ce qui va être de l'ordre du passé, ce qui va être de l'ordre du présent ou du futur. On peut très bien vivre une peur en se remémorant quelque chose de l'ordre du passé. Ou on peut susciter une peur ne serait-ce qu'en se projetant dans le futur. Donc en réalité, le cerveau, lui, il ne fait pas ce distinguo présent, passé, futur. Il ne fait pas non plus le distinguo entre ce qui est réel de ce qui est imaginé. Pour lui, que vous soyez en train de vraiment vivre une scène ou que vous soyez en train de l'imaginer, pour lui, c'est exactement la même chose. Oui, mais attention, je viens de vous dire qu'une peur, ça peut, et que votre cerveau ne fait pas le distinguo entre le réel et l'imaginaire. Donc comprenez bien que finalement cette peur, elle va être amplifiée de toute façon par l'imaginaire, et que le problème, c'est que si on reste focus dans la peur, là, dans son imaginaire, on va créer ce qu'il faut pour animer les conditions pour que ça se manifeste finalement dans la réalité. Pour lui, il va se dire, de toute façon, c'est ça qui est imaginé, donc c'est ça qui va être vécu quelque part. C'est parce que vous faites votre film catastrophe que ça va être vraiment un amplificateur à ne pas bouger derrière. Voilà comment se manifeste une peur, l'imaginaire et surtout le cerveau, lui, ne fait pas cette différence. Passé, présent, futur, réel ou imaginaire. Et puis, finalement, quel est le rôle d'une peur ? Une peur a un rôle, a un sens en réalité. Oui, une peur, c'est inconfortable, ça c'est sûr, c'est pas quelque chose d'agréable. Par contre, c'est utile. C'est utile pourquoi ? Parce que la peur nous permet, elle vient pour communiquer avec nous, elle vient pour être vraiment en communication avec nous. La peur en soi, si on la regarde vraiment, c'est réellement un élément qui est finalement une opportunité à grandir. C'est pour nous élever, c'est pour nous faire bouger en réalité. La peur, elle a ce rôle de nous éveiller quelque part un peu plus. Donc, maintenant, c'est normal d'avoir peur, c'est complètement humain d'avoir peur. Et vous avez le droit aujourd'hui d'avoir peur à l'idée de vous projeter dans ce changement, à l'idée de le mettre en place. Oui, c'est normal.
On a en plus des années de conditionnement, des années d'apprentissage autour de la cigarette, de présence, donc finalement, et de croyance bien sûr. Donc oui, c'est normal que se dire oh là là, je vais m'en séparer. C'est normal que finalement, il y puisse y avoir de la peur qui se manifeste. Il y a donc deux raisons au fait que vous fumez encore. Il y a effectivement la peur de la perte, ainsi que cette fameuse peur aujourd'hui d'arrêter de fumer. Qu'est-ce que ça provoque pour vous finalement? C'est simple. Aujourd'hui, être dans la peur de la perte veut dire que vous avez peur de perdre un plaisir. Oui, si j'arrête de fumer, je vais perdre mon plaisir de fumer, je l'aime cette cigarette, je vais perdre le plaisir que ça suscite. Donc il y a bien l'idée qu'aujourd'hui, fumer est associé à plaisir. Et puis, quand on se projette à l'arrêt, là suscite automatiquement en vous de la douleur. Ben oui, c'est stressant, c'est désagréable, c'est totalement inconfortable. Donc oui, il y a une forme de douleur qui va s'installer dans votre cerveau dès que vous projetez à « j'arrête de fumer ». Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau, lui, il a un rôle en soi et son rôle, c'est d'être toujours à la recherche du plaisir et toujours à vouloir fuir la douleur. C'est-à-dire que si quelque chose est agréable et plaisant dans votre vie, en général, vous y allez, pas de problème, c'est agréable, donc j'y vais. Donc le cerveau, lui, il aime aller vers le plaisir. Par contre, dès qu'il observera de la douleur, il cherchera automatiquement à la fuir. Rien de confortable à vivre une douleur. Vous n'êtes pas maso en général, donc vous n'avez pas envie de vivre cette douleur. Donc à partir de là, vous cherchez des éléments, des stratégies pour pouvoir fuir cette douleur. Donc le cerveau, il est vraiment câblé comme ça. J'y vais, c'est agréable. Si c'est désagréable, j'y vais pas. Mais regardez bien, aujourd'hui vous fumez toujours parce qu'il y a toujours l'idée qu'il y aurait la douleur de la perte à ce plaisir. Et oui, ça veut dire que finalement, on ne va pas provoquer l'arrêt, on ne va pas aller chercher cette motivation à l'intérieur parce que de toute façon, c'est représenté dans notre esprit à de la douleur. Donc s'il y a de la douleur, j'y vais pas, tout simplement. Maintenant, il faut comprendre aussi le rôle de la douleur. C'est quoi une douleur? Avant même de son action, c'est quoi? Une douleur, finalement, c'est 50% d'expérience passée ou racontée. Ça veut dire qu'elle se constitue de 50%, de la moitié en fait, l'ensemble de la douleur, c'est 50% qui est lié à tout ce que vous avez vécu ou tout ce qui vous a été raconté. Et l'autre 50%, c'est en réalité lié à de l'anticipation négative. C'est-à-dire qu'on est en train de se projeter, je vous ai dit, la peur, c'est l'imagerie mentale, on se fait le film catastrophe. Si on se fait le film catastrophe, forcément, on va les susciter de la douleur à l'intérieur. Donc si on suscite cette douleur, et là vous le comprenez, c'est que cette douleur, elle est constituée à 50% d'imagerie mentale. Vous n'y êtes pas totalement confronté à la douleur réellement, vu que de toute façon, on est dans une perception erronée. Quand on est dans la peur, c'est la peur qui va susciter de la douleur. Oui, mais c'est une perception erronée. Ce n'est pas réellement la réalité. Cette peur, comment elle se manifeste? Je viens de vous le dire. Elle se manifeste par votre imaginaire. Et tout passe par votre imaginaire, bien sûr. Donc là-dessus, c'est le film catastrophe. C'est aïe aïe aïe, quand je me projette, j'ai mal, je ne veux pas y aller. Et puis, ça va être aussi qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me dis? Comment je me parle? Très souvent, vous avez cette voix critique qui dit « tu vas pas y arriver, tu n'es pas capable, de toute façon, tu vas voir, ça va être difficile. » Donc, on va avoir cette manière de nous parler qui est une manière négative, donc c'est la voix critique qui va se manifester. Donc, qui va jouer un rôle d'amplificateur à la peur et à la douleur, bien évidemment. Quel est le rôle réel d'une douleur? Le rôle réel, c'est de comprendre que en fait, c'est une sorte d'alarme qui est là pour nous faire réagir. Et cette douleur, cette alarme qui est à l'intérieur, qui à un moment donné va se réveiller, aura suffisamment d'impact pour que vous bougiez. Et c'est bien son rôle de nous faire bouger. Des fois, la douleur est insuffisante pour qu'on puisse passer à l'action.
Mais si vous reprenez un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les avantages, les inconvénients à fumer, tout ce que vous allez récupérer en arrêtant, tout ce que vous allez perdre réellement en arrêtant, ça va être de comprendre que la douleur a un vrai rôle pour vous. Donc quand on comprend ça, et d'une, c'est humain d'avoir peur. Oui, il y a des peurs dynamisantes et des peurs paralysantes. Les peurs dynamisantes, c'est un peu comme la notion du trac. Hein, ce trac, oui, qu'on peut avoir forcément quand on pousse un peu les murs de sa zone de confort, et forcément ça suscite du trac à l'intérieur. Mais ça peut être quelque chose de très dynamisant, de très positif. Et puis il y a les peurs paralysantes qui vont faire que là, on se trouve des excuses, qu'on est en doute, qu'on va essayer de rationaliser et se dire oh, de toute façon ça fait tellement longtemps que je fume, c'est pas encore le bon moment pour moi, finalement j'aime fumer. On va rationaliser un petit peu tout ça, on se cache en réalité. Donc c'est humain d'avoir peur, votre cerveau n'aime pas la douleur et malheureusement il est associé dans votre esprit arrêt du tabac égale douleur, donc forcément il n'a pas très envie d'y aller. Alors on va aller voir maintenant surtout quelles sont vos ressources, comment aller débloquer, j'ai envie de dire, tout ça, comment mettre en place une nouvelle forme de stratégie pour aller booster cette motivation, pour aller créer toujours cet élan de vous dire et pourquoi pas, et si enfin je passais réellement à l'action dans le cadre de mon arrêt ou que je repassais en action, que je puisse être à nouveau capable de me remobiliser dans ce changement. Bien, voyons maintenant quelles sont vos solutions, quelles sont vos ressources pour contrer justement les peurs, contrer la notion de douleur qu'on a vis-à-vis de l'arrêt et comment mettre en place, comment aller solliciter cette motivation à l'intérieur de vous. La première étape, bien sûr, c'est de décider. Bien sûr que pour décider, il faut réunir certains critères, mais déjà de comprendre quelle est la définition de décider. La définition du Larousse de décider, c'est quoi? C'est de prendre le parti de faire quelque chose, se déterminer à entreprendre quelque chose, prendre la résolution qu'un événement ait lieu. C'est ça, décider. Décider d'agir ou de ne pas agir, ça reste une décision. Décider aujourd'hui d'écouter cette vidéo et de ne rien faire derrière, ça reste une décision. Finalement, on décide absolument tout le temps. Il est vrai que les décisions ne sont pas toujours très confortables. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut oser. L'idée même d'oser, ça amène une sorte de difficulté. Et oui, on peut se dire c'est dur. Oui, mais ça va être dur d'arrêter de fumer, ça va être contraignant, ça va être lourd. Donc oui, mais quelque part, quand on regarde l'idée même de la difficulté, c'est dur aussi de ne pas aimer sa vie. C'est dur de ne pas être aligné aujourd'hui dans sa posture de fumeur, de fumeuse. C'est dur de ne pas prendre ou oser prendre une décision. Donc, en soi, la difficulté peut être perçue d'un côté, mais elle peut être aussi perçue de l'autre. Dans l'autre sens, oui, mais aujourd'hui, c'est dur pour vous, votre vie de fumeur et de fumeuse. Il faut comprendre que oser incite l'idée d'une difficulté. Ok, mais vous la vivez déjà en soi, cette difficulté. Oui, oser, c'est quoi? C'est se lancer. C'est se lancer. Se lancer veut dire, j'ai mis en place des stratégies pour arrêter de fumer, peut-être accompagné, peut-être seul. Il y a eu des tentatives. Mais il est connu qu'aujourd'hui, c'est après plusieurs tentatives que l'arrêt se fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion d'échec derrière. Il y a une notion d'apprentissage. À chaque fois, vous êtes en train d'apprendre des éléments nouveaux qui ont fait que soit je prends du feedback sur qu'est-ce qui a suscité ma rechute, qu'est-ce qui fait que j'ai essayé telle ou telle méthode et comment je me suis sentie vis-à-vis, quel a été mon rapport vis-à-vis de cette approche. Donc quelque part, on prend du feedback. Il y a toujours finalement ce désir profond de s'en défaire. Cette force, elle est là finalement, même si des fois elle est bien cachée, il faut aller un peu creuser, mais ça reste un apprentissage. C'est de comprendre qu'à chaque tentative, on se relève. Il faut en moyenne à peu près 2000 tentatives à un enfant pour pouvoir marcher. Vous imaginez, on est tombé à peu près 2000 fois avant de avoir cette vraiment motricité pour marcher normalement. Ça paraît fou aujourd'hui de vous rappeler finalement toutes ces chutes. Personne ne se souvient même de ces chutes, très peu en tout cas, mais dans l'idée c'est de comprendre qu'on a appris.
De la même manière que vous avez appris à fumer, ben vous êtes en train d'apprendre à redevenir non-fumeur, non-fumeuse. Ça reste véritablement un apprentissage. Il n'y a pas, là, j'ai tellement mis en place, j'y arrive pas, je suis incapable. Non, tu te relèves dans ces cas-là, tu remets en place la machine jusqu'à atteindre ton objectif. Ok, mais si je me lance, c'est quoi le pire scénario qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut se passer finalement de pire dans cette situation? Si on se projette, si on anticipe sereinement l'idée même du poids, il y a bien des choses à connaître, il y a des choses à faire pour éviter les prises de poids. On peut l'anticiper. La gestion du stress, il y a plein de techniques aujourd'hui qui existent pour gérer ses émotions, autres que la cigarette bien évidemment. Surtout que la cigarette, en plus, est un excitant. Ça ne gère pas le stress en lui-même. C'est de se dire, ok, si j'anticipe toutes ces peurs, tous ces scénarios négatifs que je me suis fait dans la tête, je me prépare tout de même au pire du pire. Et c'est quoi ce laps de temps au prorata du temps que ça vous demande pour passer à l'action? Ça fait combien de temps que vous voulez passer à l'action et que vous ne le faites pas encore? Et je sais que là, je peux facilement parler de mois, voire pour beaucoup d'années. Ça fait des années que vous songez à l'arrêt du tabac, mais qu'il y a toujours ce frein derrière. Voyez si finalement, est-ce que j'ai envie, est-ce que je me sens prêt ou prête à accepter de rentrer dans ce pire scénario qui soit. Honnêtement, pour la très très grande majorité des gens que j'accompagne, ils se rendent compte que finalement leur arrêt du tabac a été bien plus facile que tout ce qu'ils se sont imaginés. Mais comme vous êtes dans vos peurs d'anticipation, bah forcément, et puis comme on a entendu que c'était difficile, et comme de toute façon on en a fait sa propre croyance, on reste dans cet état d'esprit. Mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est qu'un arrêt du tabac, effectivement, est bien plus facile qu'il n'y paraît, que ça peut très bien se passer, que si ça se trouve, toutes les peurs que vous êtes mis en tête vont peut-être jamais se manifester. Il y a autre chose aussi dans tout ce qui est de l'ordre de vos ressources. C'est votre mindset, c'est votre état d'esprit, la manière dont vous concevez les choses. Mais on vous a dit, je vous ai dit qu'effectivement, c'est dans l'imaginaire et qu'on se crée une anticipation négative à l'arrêt du tabac. On se crée et on se génère déjà de la douleur par anticipation. Donc, votre mindset a un pouvoir très fort, que ce soit dans la réussite ou que ce soit dans l'idée de l'échec, même si je n'aime pas ce mot échec. Mais dans l'idée, votre cerveau, que vous vous sentez capable ou incapable, dans les deux cas, vous avez raison. Ça, c'est le pouvoir des croyances. Si votre croyance est « je ne vais pas y arriver, ça va être difficile », vous mettez en place tout ce qu'il faut pour vivre ça. Si maintenant vous modifiez cette perception et que vous rentrez dans des croyances plus tamisées quelque part, je dirais, plus de l'ordre de la réussite, vous dire et si finalement je pouvais y arriver, et si finalement c'était possible. Allez checker vos croyances et demandez-vous si aujourd'hui elles sont positives pour vous, elles vont vous aider dans cette démarche ou finalement elles sont en train de vous tirer une balle dans le pied. Vos croyances ont un pouvoir capital parce que vos croyances façonnent votre réalité. Si vous êtes persuadé que vous allez y arriver, vous mettrez ce qu'il faut en place pour le faire. Si vous êtes persuadé que vous n'avez pas les ressources pour, et bien là aussi vous mettrez en place tout ce qu'il faut pour vous limiter. Par rapport à ces croyances, il y a vraiment cette question du « et si ». Et si finalement c'était plus facile que ce que je me suis imaginé? Et si finalement je pouvais y arriver? Et si finalement c'était quelque chose d'agréable et de confortable pour moi d'arrêter de fumer? Et si ma vie était mieux sans cigarette? C'est ce que j'appelle la question magique. Cette question magique, elle est très puissante. Pourquoi? Elle arrête de bloquer tout ce qui est de l'ordre de la conviction et surtout si c'est porté en négatif, mais surtout elle va commencer à ouvrir un champ des possibles dans votre esprit pour commencer à moduler un peu les perceptions et de rentrer dans de nouvelles croyances. Prenez le temps également d'aller regarder en termes d'introspection tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. Regardez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en tant qu'homme, en tant que femme. Regardez finalement toutes ces réussites qui ont été mises en place. Je suis certaine qu'il y a eu plein de moments de doute, qu'il y a eu plein de peurs, qu'il y a eu peut-être même de la douleur. Le processus a peut-être été un peu douloureux pour vous, mais regardez, finalement, ça s'est fait. Vous l'avez acté, vous l'avez mis en place. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice? De la fierté, du bien-être, le sentiment d'être en accord avec soi,
réelle sensation de réussite finalement à l'intérieur. Oui, ça vous a demandé, oui, mais il a bien fallu oser. Oui, ça ne veut pas dire que ça a été toujours facile. Ça a peut-être été difficile pour vous. Mais regardez bien, peut-être qu'il y a eu plusieurs tentatives, mais vous êtes relevé, vous avez relancé le processus. Et finalement, bien sûr que peut-être vous avez anticipé aussi les pires scénarios qui soient. Mais quelque part, regardez et prenez le temps de faire cette introspection parce qu'il y a eu des tas de choses que vous avez réussi. Que ce soit un examen, que ce soit conduire, avoir votre permis, que ce soit obtenir le job que vous aviez envie ou avoir une promotion, j'en sais rien. Ça peut être des choses de l'ordre même toute petite. J'ai su réaliser un plat, je ne pensais pas que j'allais être capable de le faire. C'est pas toujours d'aller voir que les grandes choses, mais finalement, regardez bien, vous êtes une personne qui a plein de capacités, plein de ressources et prenez ce temps d'aller regarder un peu toutes vos victoires, toutes ces réussites. Une fois qu'on réalise que tiens, j'ai plein de ressources, finalement j'ai plein de possibilités à l'intérieur de moi, je suis capable, en tout cas j'ai été capable de mettre en place telle ou telle chose, et que je commence à planter cette petite graine du SI positivement, ça veut dire que tout doucement vous allez commencer à façonner un scénario positif à votre arrêt. Regardez bien les nombreux témoignages qui existent aujourd'hui de gens qui ont arrêté de fumer et qui racontent que c'était très bien, s'ils avaient su, ils l'auraient fait avant. Donc là, on commence à façonner un nouveau scénario. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est votre scénario. Et là-dessus, comment j'ai envie de vivre cet arrêt? Comment j'ai envie qu'il se mette en place? Et surtout, à travers le scénario que vous allez commencer à vous façonner, ce scénario positif, c'est comment je me parle? Parce que vous aviez la voix critique, hein. Là ici on est plutôt dans c'est dur, c'est la voix critique en fait. Hein. Et cette voix critique, ben, forcément elle n'est pas agréable. Mais de commencer à rentrer dans la voie de la réussite. Si je rentre dans la voie de la réussite, qu'est-ce que je me dis? Comment je me parle? Peut-être que vous avez commencé à vous dire, ben, finalement, je peux y arriver. C'est peut-être possible. Ce sera peut-être même plus confortable, plus agréable. Comment je vais me sentir en tant que non-fumeur, non-fumeuse? Quel va être le regard des gens autour de moi? Comment je vais profiter de mon temps, de cette nouvelle énergie? Comment je vais être en lien avec mon corps? Et en fait, posez-vous toutes ces questions. Comment je vais profiter finalement de ma nouvelle vie de non-fumeur, non-fumeuse? Redéfinissez ce scénario et surtout redéfinissez comment j'ai envie de vivre cet arrêt. Commencez à vous parler aussi positivement. Complimentez-vous. Soyez dans la reconnaissance, soyez dans la gratitude, soyez surtout dans la bienveillance envers vous-même. C'est humain d'avoir peur, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est humain d'avoir beaucoup d'appréhension. Ben oui, parce que de toute façon, on se fait toujours des films catastrophes. On est plutôt habitué à les regarder malheureusement le négatif plus que le positif. C'est de l'entraînement aussi. Et vous allez rentrer dans une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, c'est de vraiment rentrer et d'aller découvrir cette clé. La clé finalement des champions et des championnes, c'est de comprendre qu'il y a toujours de la répétition. Pour qu'un grand champion devienne un champion, il a répété. C'est de l'entraînement. De la même manière que vous êtes répété à vous dire que vous n'étiez pas capable, que ce serait difficile, que vous allez en baver, finalement on renonce. Ok, mais parce que vous l'êtes tellement répété que finalement, ok, là vous êtes parti, mais dans le scénario négatif de la répétition. Dans l'idée, c'est vraiment on switch, on va faire une répétition positive. Plus je vais être dans ça, plus je rentre dans ça, plus je peux prendre conscience de ça, mais que ça, je ne lui accorde pas trop d'importance dans cette notion de difficulté, mais que je comprends que la vie est une étape qui nous amène à grandir, qui nous amène à nous dépasser et que on se relève à chaque situation. Hein, et que plus on rentre dans ça, plus on va aller instaurer cette répétition. Ayez en tête qu'ils utilisent une clé très forte. Déjà, ils utilisent la visualisation. Et oui, comme je vous l'ai dit, votre cerveau ne fait pas le distinguo entre imaginaire et réalité. Donc le tout, c'est de se créer le bon scénario positif, aller nourrir cet imaginaire, parce que du coup, le cerveau va comprendre que c'est la direction à suivre. Vos pensées, c'est votre GPS. Donc comprenez bien que si les pensées sont vers la difficulté, la lourdeur, la pénibilité, vous vous dirigez là-dessus. Et que si les pensées vont vers la notion de réussite, de quelque chose qui peut être léger, confortable, forcément vous allez vous orienter vers ça.
dans ce scénario, quand on ne sait pas toujours très bien comment le façonner, eh ben, il y a une technique qui est utilisée et c'est la technique qu'utilisent tous les acteurs finalement. Que fait un acteur pour entrer dans la peau d'un personnage? Eh bien tout simplement, il va faire comme s'il était ce personnage. Il va rentrer dans cette identité-là et il va s'imaginer être ce personnage. Il va peut-être imaginer les mimiques, la manière de parler. Il va rentrer vraiment dans la peau de la personne. Donc à partir de là, c'est de façonner aussi l'identité que vous avez envie d'avoir. L'identité dans la démarche de votre arrêt. Donc c'est quoi? C'est une personne qui s'engage. C'est une personne qui peut-être met plus de sourire. C'est une personne qui finalement commence à percevoir les choses un peu plus facilement. C'est une personne qui va peut-être dégager du respect, une forme de fierté, qui va être ressentie comme ça, qui va peut-être inspirer d'autres personnes dans cette détermination, dans cette motivation. Il va peut-être même amener d'autres personnes à vouloir la suivre, à faire comme elle. Donc, il y a vraiment à venir construire un petit peu cette identité de qui vous avez envie d'être. Vous pouvez même aller plus loin dans, surtout une fois que j'y suis, que j'ai atteint l'objectif, une fois que j'ai dépassé le stade de la motivation et que je me suis lancée et que derrière, j'ai vraiment arrêté de fumer et que pour moi maintenant même la cigarette est devenue totalement un non-sujet, que c'est complètement sorti de mon esprit. À partir de là, vous pouvez aussi façonner cette identité. En venant façonner l'identité d'un arrêt qui est déjà bien solide, forcément, ça veut dire qu'on commence à venir valider cette première identité de je me lance et j'ose. Donc, vraiment de faire comme si vous étiez cette personne avec toutes ses ressources, comme si c'était possible. Rien ne vous empêche d'imaginer cela aujourd'hui et de rentrer dans vraiment cette notion du comme si. Et puis, il y a toujours d'autres clés. Ces autres clés, c'est quoi? Comprenez bien qu'aujourd'hui, en tant que fumeur et fumeuse, vous êtes littéralement esclave de la présence de la cigarette, que vous devez répondre à ces injonctions en permanence, parce que si vous n'y répondez pas, vous allez vivre une forme de douleur. On sait très bien que quand la cigarette n'est pas là, si je suis en train de boire un café ou avec un verre, là, il n'y a plus rien qui va. Donc, vous êtes en train de vous mettre dans une position douloureuse et le cerveau commence à vivre de la douleur à ce moment-là. Que vous êtes esclave de sa présence et que donc vous devez obéir aux injonctions de la cigarette. Donc c'est cette voie de l'obéissance qui se manifeste en vous. Et cette voie de l'obéissance, c'est de commencer à rentrer dans ce processus mental de tout simplement lui dire merde. Juste de vraiment lui dire merde à cette voie de l'obéissance. Et quand vous allez commencer à mettre un peu plus de conscience à ça, vous allez commencer vraiment à vous dire mais c'est moi, j'ai envie moi de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai envie de moi être en mesure de pouvoir décider ce que je veux faire, quand je veux le faire, comment je veux le faire. Et ne plus se sentir asservi du poids de l'obéissance parce que vous êtes devenu esclave de sa présence tout simplement. En termes d'action, de lui dire merde et de comprendre que c'est la voie de l'obéissance et que là, tiens, et si j'obéissais pas, et si je l'envoyais un peu promener, et de commencer à aller regarder un peu comment vous vous sentez là-dessus. J'ai envie de dire, l'autre action à faire, c'est vraiment de chaque cigarette que vous allez fumer, et bien une fois qu'elles sont fumées, vous allez les écraser, mais les écraser avec ce mot que vous allez vous répéter, au revoir. Et vraiment de se dire au revoir. Et que plus vous allez commencer à rentrer dans ce schéma de vous répéter qu'à chaque cigarette que vous écrasez, au revoir, et que vous commencez peut-être même à l'imaginer, parce que plus vous allez vous le répéter, que ce soit mentalement ou à haute voix, vous allez commencer forcément à façonner une imagerie mentale. Et ça, c'est fondamental. Donc, de commencer vraiment à être dans le au revoir. Plus vous allez être dans le au revoir, plus vous allez rentrer une forme d'accord. Et cet accord pourrait même amener à une forme de conviction de j'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment envie de me lancer. De voir ça d'ailleurs comme un petit challenge, un petit défi. Commencez à vous instaurer un petit challenge dans le sens où vous voyez ça un peu comme de manière plus ludique, comme un jeu. Et si je me prenais au jeu, de commencer à aller chercher cette motivation à l'intérieur, comme si je me prenais au jeu, à aller chercher vraiment l'impulsion, l'élan, comme si finalement je pouvais vraiment être dans allez, j'essaye et pourquoi pas, et si c'était facile.
Rien ne vous empêche de mettre du ludique. Vous l'avez toujours fait en général avec une forme de lourdeur derrière, avec un poids à porter, et bien de simplement se dire tiens, et si je prenais les choses autrement, avec tellement plus de légèreté, et pourquoi pas même du fun, un peu de jeu derrière dans ce challenge où à chaque fois que j'écrase, c'est au revoir, c'est bon vent, c'est ok, c'est ce genre de choses, et puis on renforce toujours avec la répétition. On se forge son identité, hein, si on sait toujours pas très bien, on rentre dans ce comme si, ça va être quelque chose qui va vraiment vous booster à l'intérieur. Et ce boost va vous permettre véritablement de vous engager. Et ça, c'est important aujourd'hui. Engagez-vous. Ça ne vous coûte rien de vous engager. La seule chose que ça vous coûte, c'est de ne rien faire. Le prix à payer aujourd'hui est de ne rien faire. Ça ne coûte rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, il suffira de se relever derrière. Maintenant, si vous souhaitez être accompagné pour ce sevrage tabagique, parce que vous ressentez que vous avez quand même besoin d'un coup de pouce supplémentaire, que vous ressentez que finalement, vous sentez qu'il y a une envie qui est là, qu'il manque encore un petit quelque chose pour pouvoir passer à l'action, ou parce que finalement, vous sentez que ça vous semble encore un peu trop lourd tout ça, alors je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je suis Caroline Cospin, hypnothérapeute formée il y a déjà une quinzaine d'années maintenant et j'ai eu le plaisir d'accompagner plusieurs milliers de fumeurs à l'arrêt du tabac. Je suis spécialiste depuis une dizaine d'années et créatrice de la méthode acceptation programmée. Cette méthode a pour vocation de travailler sur deux axes, le travail conscient et le travail inconscient. Le travail conscient, concrètement, ça va être de comprendre tous les mécanismes de pourquoi je fume. Qu'est-ce qui fait que je fume alors que j'en ai marre de fumer? Qu'est-ce qui fait que finalement j'y retourne? Comment éviter les rechutes, ce que j'appelle les effets yo-yo, bien connus dans le cadre des régimes. Là pour le coup, c'est vraiment dans le cadre justement du tabac. Donc pour le coup, comment éviter ces rechutes et surtout comment acter un arrêt qui soit pérenne, qui soit solide et qui soit dit définitif. Ça, c'est tout le travail sur la partie consciente. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi c'est nécessaire de l'aborder également. Et puis tout le travail au niveau inconscient, avec cette séance d'hypnose. Cette séance d'hypnose, c'est une séance qui va vous permettre d'être vécue en totale immersion. Vous avez un casque sur les oreilles et c'est une séance que je réalise au micro-casque. Ça puisse vous permettre d'être dans votre bulle lors de cette séance. Maintenant, de bien comprendre l'intérêt de l'hypnose. L'hypnose est là pour venir détruire, casser toutes les associations qui ont été construites autour de la cigarette. Il y a eu des tas d'automatismes, des tas de conditionnements qui se sont installés et ça va être vraiment de défaire ces associations. Tout ce à quoi était associée la cigarette, que ce soit un café, un verre, une pause, après un repas ou dans n'importe quelle autre situation. Et puis également tout ce qui va être associé à l'ordre des émotions. On sait très bien que fumer égale émotion ou émotion surtout égale fumée. Et que plus les émotions vont être fortes, plus en général la consommation va augmenter. L'hypnose, ça va être la manière de casser tout ça et de se réapproprier aussi sa gestion émotionnelle, de répondre différemment. Donc l'hypnose a une vraie valeur ajoutée dans ce travail, bien évidemment. Maintenant, il faut comprendre aussi que beaucoup de gens ont fait déjà de l'hypnose pour arrêter de fumer, ont eu un succès derrière, ont bien arrêté et que finalement, X années après, il arrive un cas de coup dur, une émotion vive, quelque chose de pas simple à gérer. Et que fait la personne à ce moment-là? Elle a tendance à se rappeler à sa bonne copine et puis aller se reconnecter finalement à la cigarette parce qu'on sent qu'on a l'appel d'une béquille, d'un soutien et à ce moment-là on y retourne. Si on y retourne, c'est parce que justement la partie consciente n'a pas suffisamment bougé et que le changement de regard au niveau de la cigarette n'a pas été total. Oui, on en a marre parce que c'est stimulé par la douleur de je fume, j'en ai marre de fumer et je commence à observer plus de douleur. À ce moment-là, on décide de bouger parce que c'est la douleur qui nous fait bouger. Mais le problème, c'est qu'on garde toujours cette perception de la cigarette et une perception plutôt associée à solution. Même si on le met en veille, en pause, le temps d'aller regarder plus fumer égale problème, mais dans la réalité, il y a ce fumer égale solution qui ressort
à l'esprit quand on est en train de vivre un cas de coup dur plus tard et on peut s'y reconnecter. Pour pallier ça, il faut comprendre qu'il y a un vrai travail qui doit se faire aujourd'hui au niveau de la partie consciente. D'où l'intérêt de cette jonction conscient et inconscient, de ce travail collaboratif des deux au sein de la méthode que je préconise. Concrètement, comment se passe cette méthode? Eh bien, c'est une seule séance. Une seule séance où il va falloir prévoir un bon 4 heures en moyenne pour ce travail. Ce sont des séances qui se font en collectif. Oui, vous êtes un petit groupe de personnes lors de cette séance. J'entends déjà des voix me dire « Oh là là, du collectif, très peu pour moi, non merci, moi je veux de l'individuel ». Oui, je peux comprendre cette façon de penser. J'ai été la première à penser aussi que de toute façon, en soi, en collectif, on serait moins bien servi qu'en individuel. Je peux vous assurer que j'ai revu ma copie aujourd'hui et qu'il y a une vraie valeur ajoutée à faire ce travail en collectif. Et d'une, vous êtes ensemble, tous ensemble, avec le même but, le même objectif. Il y a une énergie, une synergie qui va se mettre en place lors de la séance. C'est une séance qui est très dynamisée. C'est vrai qu'on pourrait dire 4 heures, ça paraît long. Non, c'est des mises en scène, c'est quelque chose de très vivant. Il y a beaucoup d'échanges entre nous et ces échanges vont venir vous nourrir. C'est-à-dire qu'à travers ce collectif, une personne peut poser une question auquel vous n'auriez pas forcément pensé sur l'instant et finalement, tiens, ça m'apporte quelque chose. Tiens, ça peut être une réflexion même qu'une personne est en train de se faire et qui fait écho chez vous. Il y a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui à faire ce travail en collectif. Et comme je vous l'ai dit, pour la séance d'hypnose, vous êtes vraiment équipé au casque et vous êtes vraiment en immersion lors de cette séance. Je peux vous garantir aujourd'hui que les personnes que j'accompagne dans la séance d'hypnose ressortent en ayant vécu une expérience profonde de la séance. Et pour beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de témoignages là-dessus, même plus profond qu'une séance individuelle. Je peux vous garantir, et ne tient qu'à vous d'aller regarder un petit peu tout ça, d'aller regarder mes témoignages, les retours des personnes qui l'ont fait avant vous, et vous verrez que finalement, il y a vraiment quelque chose de puissant. Aujourd'hui, d'ailleurs, je travaille que sous ce format-là, je ne fais plus de séances individuelles parce que je ne suis plus alignée avec simplement un travail au niveau inconscient, parce que je pense que la pérennité de l'arrêt se situe vraiment aussi au niveau conscient et l'intention qu'on va y mettre. N'oubliez pas, fumer a été un apprentissage. Aujourd'hui, redevenir non-fumeur et non-fumeuse est quelque part aussi un apprentissage et c'est quelque chose qui s'entretient. Donc, c'est tout ce qu'on voit au cours de cette méthode. Cette méthode s'articule sur 3 axes. Il y a un avant, un pendant, un après. Je sais qu'aujourd'hui, il est très important de se sentir encadré, de se sentir soutenu, de se sentir vraiment accompagné pendant tout le processus de l'arrêt. Étant moi-même une ancienne fumeuse, j'ai cherché également moi mes solutions à l'époque et je ne peux pas dire que j'ai vraiment trouvé les réponses à mes attentes. Donc j'ai créé cette méthode pour que vous ayez vraiment ce sentiment d'être pris par la main quelque part de A à Z. Dans ce avant, il est nécessaire que vous compreniez que néanmoins il n'y a pas de magie. On pourrait avoir l'idée un peu de la magie par rapport à l'hypnose, mais il n'y a pas de magie derrière ce travail. Il y a une bonne méthode, c'est sûr, mais il y a aussi votre rôle à jouer. Donc ce rôle, c'est quoi? C'est de se préparer dans cet avant. Se préparer à quoi? Se préparer à accepter l'idée qu'il n'y ait plus de cigarettes. Se préparer finalement à ce que quand je vais sortir de cette séance, je me suis vraiment mis en tête qu'il n'y a plus de cigarettes. Et cette préparation, elle va se faire par le biais d'une vidéo de coaching, d'un audio, pour vraiment vous préparer plus sereinement à cet arrêt. Et puis, il y a le pendant. Le pendant, bien sûr, c'est la séance, c'est le bon 4 heures qu'on va passer ensemble. Et c'est ce qu'on va mettre en place en vous sur la partie consciente et inconsciente, tout ça au cours de la même séance. Puis, il y aura cet après. Et cet après, il est aussi bien nécessaire. Pourquoi ? Parce que souvent, on ne sait pas très bien comment on va être, ce qu'on va ressentir. On a peut-être des interrogations. On a peut-être besoin aussi des fois de se sentir à l'écoute. Donc c'est ce qui fait que je vais proposer vraiment du suivi derrière, un suivi qui va se faire sous forme de coaching téléphonique, qui va vous permettre vraiment de vous sentir soutenu
dans ces premiers pas de non-fumeur, non-fumeuse. En plus de tout de ce suivi, vous aurez donc différents supports qui vont venir vous accompagner. Vous aurez différents audios sous forme MP3, des audios que vous écouterez. Ce sont des séances d'hypnose, vous en avez plusieurs. Vous avez une séance d'hypnose à l'arrêt et au renforcement justement de votre arrêt. Vous aurez donc une séance d'hypnose sur le poids d'une manière globale, une séance d'hypnose également sur le sucre, je vous expliquerai pourquoi. Et puis vous aurez une séance d'hypnose sur le stress et la gestion émotionnelle. Vous aurez également un autre audio. Cet autre audio sera l'audio qui vous aidera justement à mieux encore vous projeter dans ce changement pour être un non-fumeur, une non-fumeuse vraiment zen et détendue lorsque vous serez en société, lorsque vous serez de sortie ou autre. Et donc tout ça vous aidera vraiment dans tous ces premiers pas. Pourquoi cette préparation? Pourquoi comprendre aussi que vous êtes acteur et actrice de votre arrêt? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en ressortant? Vous avez deux cas de figure qui vont se manifester à vous. Soit vous allez vivre un on-off. Il n'y a plus de pensée, plus d'envie face à la cigarette, c'est immédiat. Donc si c'est le cas, tant mieux, profitez-en. C'est en moyenne à peu près la moitié des gens que je vois qui vivent vraiment ce on-off directement. Soit il est possible que vous viviez une petite phase d'adaptation. Cette petite phase d'adaptation est il faut comprendre que si elle est là, c'est normal. Ben oui, c'est complètement normal. Vous avez des années de conditionnement derrière vous et c'est simplement le laps de temps que le cerveau a besoin pour créer de nouvelles connexions neuronales, pour pouvoir installer vraiment ces nouvelles habitudes, ce changement. En général, on est sur une phase d'adaptation qui est plutôt de l'ordre de quelques jours et qui sera plutôt de l'ordre de la pensée de la cigarette plus que de la réelle envie de fumer. Il y a bien à différencier la pensée de l'envie, ça je l'explique clairement et surtout on voit comment gérer cette petite phase d'adaptation avec des choses très précises, des clés très précises, comment gérer la pensée, comment gérer l'envie si ça se manifeste éventuellement, comment gérer la peur d'anticipation. Donc voilà, on va voir des choses vraiment très concrètes au cours de la méthode. Juste d'avoir conscience que finalement je ne vous fais pas un lavage de cerveau, une sorte de lobotomie de la cigarette, mais que vous allez repartir avec des choses vraiment très concrètes, mon soutien derrière, et vous aurez vraiment toutes les ressources, toutes les clés, et on aura mis en place vraiment tout ce qu'il faut pour ce changement, pour que votre arrêt soit effectif et que vous puissiez enfin vous brancher encore plus sur tous les bienfaits de cette libération, sur tous les aspects positifs de cette nouvelle vie en tant que non-fumeur, non-fumeuse. Si vous avez besoin d'échanger avec moi, ce sera avec grand plaisir. Plusieurs possibilités, soit de m'appeler, soit de m'envoyer un mail et je me ferai de toute façon un plaisir de revenir vers vous très rapidement.